Et voici un théorème intéressant. Si U est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, alors U est diagonalisable si et seulement si il admet un polynôme annulateur scindé à racine simple. Et dans ce cas, le polynôme dont les racines sont les valeurs propres, toutes prises à l'ordre 1, est annulateur, à racine simple. Pourquoi en est-il ainsi? Et c'est quoi le lien, en fait, entre cette histoire d'être diagonalisable et d'avoir des polynômes annulateurs? On parle beaucoup de polynômes annulateurs quand on parle d'endomorphisme diagonalisable. C'est quoi l'histoire? Je vous dis, supposez que vous avez un vecteur propre, V, associé à une valeur propre, lambda. Donc U de V égale lambda V. Autrement dit, U moins lambda identité appliquée à V égale 0. Et maintenant, je vous dis, supposez qu'il y a un autre vecteur propre V' pour une valeur propre lambda prime. Alors U moins lambda prime identité de V' égale 0. Parce que U de V' c'est égal à lambda prime V'. Et maintenant, vous avez un premier endomorphisme qui est un polynôme de U et qui annule V. Et vous avez cet autre polynôme de U qui annule V'. Et vous voulez maintenant un polynôme de U qui annule à la fois V. Alors qu'est-ce qu'on prend? Alors c'est très simple, je prends la composée des deux. Je dis U moins lambda identité composée avec U moins lambda prime identité appliqué à V, ça donne 0, et appliqué à V', ça donne aussi 0. Parce que si j'applique le premier endomorphisme à V', j'ai U moins lambda prime identité appliquée à V', ça c'est déjà 0. 0E, c'est ce qu'on a dit ici. Et maintenant, quand j'applique U moins lambda identité à 0E, c'est bien sûr 0, parce que U moins lambda identité est linéaire, donc l'image de 0 est 0. Et pareil, si je veux appliquer à V, car je peux échanger l'ordre de ces endomorphismes. On sait que la composée d'endomorphismes en général n'est pas commutative, mais quand ces endomorphismes sont des polynômes de U, le même U, alors ils commutent. Donc cet endomorphisme dont on parle, c'est la même chose que U moins lambda prime identité, composé avec U moins lambda identité, que j'applique à V. J'applique d'abord U moins lambda identité à V et ça donne 0E. Donc tout ça c'est 0E. Et quand j'applique U moins lambda prime identité, ça donne encore 0E. Et maintenant avec le même raisonnement, donc dans un espace vectoriel de dimension finie, je peux trouver un polynôme de U qui annule tous les vecteurs propres. Comment je fais? Donc je liste toutes les valeurs propres, donc soit lambda 1, lambda p, les valeurs propres de U, qui sont en nombre fini parce que la dimension est finie, donc le polynôme caractéristique est fini, il a un nombre fini de racines, et je prends le polynôme de U, qui est U moins lambda 1 identité, composé avec U moins lambda 2 identité, ainsi de suite, composé avec U moins lambda p identité. Donc c'est exactement ce polynôme produit de X moins lambda, appliqué à U. C'est ça l'endomorphisme dont je parle. C'est la convention quand je prends un polynôme de U, je remplace les X par U et lambda par lambda identité, et j'interprète le produit comme une composition. Donc pour cet endomorphisme-là, quel que soit V dans E qui est un vecteur propre, c'est un vecteur propre pour un certain I. Et il y a un certain I tel que U de V, c'est lambda IV, c'est-à-dire U moins lambda I identité appliquée à V, c'est égal à 0E. Et ces endomorphismes, tous ils commutent entre eux, parce que ce sont tous des polynômes de U. Donc, cet endomorphisme, donc on va l'appeler F, disons. Cet endomorphisme F reste le même si je prends ce terme-là à la fin. Donc je prends U moins lambda I identité à la fin. J'ai toujours F. Et ça me donne que F de V égale 0. Parce que F de V, c'est un certain polynôme de U, c'est un certain endomorphisme composé avec U moins lambda I identité. Quand je l'applique à V, ça donne 0. Et l'endomorphisme restant, qui est en fait la composée de U moins lambda J de identité avec J différent de I. Donc cet endomorphisme restant, quand je l'applique à 0, j'aurai 0. Donc voilà. Je peux toujours trouver un endomorphisme qui est un polynôme de U et qui annule tous les vecteurs propres.
Donc tous les vecteurs propres sont dans le noyau de cet endomorphisme. Mais si en plus je sais que U est diagonalisable, alors tout vecteur est une somme de vecteurs propres. Et donc cet endomorphisme-là, qui appliqué à tout vecteur propre donne 0, donc appliqué à n'importe quel autre vecteur donne 0. Parce que tout vecteur est une somme de vecteurs propres. Et donc c'est l'endomorphisme nul. Si U est diagonalisable, ça sera l'endomorphisme nul. Et on a montré le premier sens de l'implication. Le sens de gauche à droite. Si U est diagonalisable, alors U admet un polynôme annulateur scindé à racine simple. C'est ce polynôme-là, je prends les éléments du spectre, chaque élément, je le prends une fois, même peu importe sa multiplicité, je le prends une fois. Et c'est un polynôme scindé, bien sûr, parce que j'ai pris les valeurs propres, c'est-à-dire les éléments qui sont dans le corps K. Et les valeurs propres, ça ne peut pas être l'ensemble vide ici, parce que U est diagonalisable. Il y a au moins une valeur propre. Pour l'autre sens, donc je suppose qu'il y a un polynôme annulateur scindé à racine simple. Et donc j'écris ce polynôme, le produit des x moins, disons, mu i allant de 1 jusqu'à p. Donc ce polynôme-là, quand je l'applique à U, j'aurai l'endomorphisme nul. Donc 0 de L2. Avec les mu i de Z2 distincts. Et lorsque les mu i de Z2 distincts, donc les x moins mu i sont deux Z2 premiers entre eux. Et maintenant, je veux appliquer le théorème de décomposition des noyaux. Tout cet endomorphisme, c'est l'endomorphisme nul. Donc son noyau, c'est E tout entier. Je peux écrire E, c'est le noyau du produit des x moins mu i de U. Et le théorème de décomposition des noyaux dit que le noyau du produit, c'est la somme directe des noyaux tant que ces polynômes sont deux à deux premiers entre eux. Et c'est le cas aussi. Et donc ça, c'est égal à la somme directe, lorsque i varie entre 1 et p, des noyaux de x moins mu i de U. Donc somme directe des noyaux de ces endomorphismes-là, c'est E tout entier. Mais x moins mu i de U, c'est quel endomorphisme? C'est l'endomorphisme U moins mu i identité. Donc la somme directe des noyaux de ces endomorphismes, c'est E tout entier. Bon, alors un tel noyau, ça peut être singleton 0, donc je peux l'enlever de la somme directe. Ou ça peut contenir des vecteurs non nuls, auquel cas mu i est une valeur propre. Et chacun de ces noyaux, et alors, donc quand j'enlève les trucs triviaux qui sont nuls, chacun des noyaux qui restent, c'est un sous-espace propre, E mu i. Donc E s'écrit comme une somme directe de sous-espaces propres. C'est-à-dire tout élément de E s'écrit comme somme de vecteurs propres. Et ça veut dire que E est diagonalisable. Je peux trouver une base de E formée de vecteurs propres. Je prends tout simplement une base de chacun des E mu i. Chaque élément de E mu i est un vecteur propre. Donc chacune de ces bases des E mu i, c'est une base formée de vecteurs propres. Et je concatène ces bases, j'aurai une base de E formée de vecteurs propres. Comme E est la somme directe des E mu i, une concaténation des bases des E mu i forme une base de E. Je trouve ainsi une base formée de vecteurs propres, et j'aurai démontré l'autre sens. Donnons maintenant quelques exemples. Je prends par exemple une projection de E. Donc j'écris E comme F, somme directe avec G, et P, la projection sur F parallèlement à G. Donc la projection d'un élément de la forme un élément de F plus un élément de G, c'est l'élément de F. Pour se fixer les idées, supposons que la dimension de F égale 2, et que la dimension de G égale 3, et donc la dimension de E égale 5. Cherchons les valeurs propres de cette projection. Bon, on sait que ce sera 0 ou 1, mais comment on fait ça? Donc je choisis une base E1, E2, base de F, et puis je choisis E3, E4, E5, base de G, c'est une base de G, donc E1 jusqu'à E5 forme une base de E, et la matrice de la projection dans cette base de E, donc de E1 à E5, c'est donc les images des EI en fonction des EI. L'image de E1, c'est E1, donc c'est 1 fois E1 plus 0 E2 plus 0 E3 plus 0 E4 plus 0 E5. L'image de E2, c'est encore E2, parce que E2 est un élément de F, donc c'est 1 fois E2 plus 0 fois les autres. Et l'image des autres, E3, E4, E5, comme ce sont des éléments de G, leurs images sont nulles. Le polynôme caractéristique de P, je vais le calculer dans cette base-là, donc je mets un moins x sur la diagonale, je calcule le déterminant. Matrice diagonale, donc déterminant, c'est le produit des termes de la diagonale, donc c'est 1 moins x au carré, fois moins x au cube. Et en effet, les valeurs propres d'une projection sont 0 et 1.
Donc les lambda ici prennent deux valeurs possibles, 0 ou 1. Et le polynôme dont on parle ici, alors je prends chacune de ces racines à l'ordre 1. Donc le polynôme ici, je vais l'appeler Q, donc Q de x. Je prends chacune des racines à l'ordre 1. Et bon, je vais l'écrire x moins lambda ou lambda moins x. Bon, au signe près, peu importe. Donc Q de x, comme je t'ai écrit, c'est x fois x moins 1. Donc c'est le polynôme unitaire dont les racines sont les racines du polynôme caractéristique, mais toutes prises à l'ordre 1. Et comme P est diagonalisable, voilà, il y a une matrice, une base dans laquelle la matrice de P est diagonale. Donc P est diagonalisable. Et est-ce que la conclusion du théorème est vérifiée? Admet un polynôme annulateur à racine simple? Oui, tout à fait. Celui-là, c'est un polynôme annulateur à racine simple. Parce qu'on sait que P, composé avec P moins identité, qui est en fait égal à P2 moins P, est l'endomorphisme nul. Parce que pour une projection, on sait que P rond P égale P, donc P2 égale P, et P2 moins P égale 0. Et le théorème s'applique dans ce cas. Un exemple très similaire. Si je prends la symétrie par rapport à F parallèlement à G. Donc je choisis une base de F, c'est la même, et là, pareil pour la base de G, mais cette fois, la matrice de la symétrie, elle va changer. Donc la symétrie d'un élément de XF plus XG ici, donc à la place du PG1S, c'est XF moins XG. Donc une symétrie sur F parallèlement à G, on voit les éléments de F à eux-mêmes et l'élément de G à leur opposé. La matrice dans la base adaptée, donc les symétries de E1 et E2, donc c'est E1 et E2 respectivement, et donc j'ai 1 ici, c'est bon. Mais l'image de E3, E4, E5, c'est moins E3, moins E4, moins E5 respectivement, et donc j'ai des moins 1 à la place du 0, moins 1. Le polynôme caractéristique, qui est, c'est 1 moins x au carré fois moins 1 moins x au cube. Et le polynôme Q, alors, en question, c'est quand je prends le polynôme unitaire avec les mêmes racines prises toutes à l'ordre 1, donc c'est x moins 1 fois x plus 1. S est diagonalisable, parce que, voilà, j'ai une base dans laquelle la matrice de S est diagonale. Et donc la question, est-ce que ce polynôme est annulateur? Ça doit être le cas, parce que c'est la conclusion du théorème qui le dit. Et en effet, ce polynôme, c'est x2 moins 1, et je sais que S2 moins identité égale 0. Le 0 de L2. Parce que S rond S, c'est l'identité. C'est comme ça que ça fonctionne avec les symétries. S2 moins identité égale 0, ça veut dire que x2 moins 1 est annulateur de S. Un troisième exemple, c'est l'exemple des homothéties. Donc les homothéties sont les endomorphismes qui envoient x à lambda x. Donc je suppose que dimension de E égale 5 aussi. Et donc, dans n'importe quelle base que je choisis, la matrice de l'homothétie de rapport lambda dans la base B, n'importe laquelle, ça a un lambda sur la diagonale et 0 ailleurs. L'homothétie de rapport lambda multiplie n'importe quel vecteur par lambda. L'image de x, c'est lambda x. Le polynôme caractéristique, c'est quoi? C'est lambda moins x à la puissance 5. Et donc, le polynôme ici dont on parle, c'est aussi près le polynôme avec les mêmes racines mais prises à l'ordre 1, donc c'est x moins lambda. Et est-ce que x moins lambda est annulateur de l'homothétie? Bien sûr. Quand je remplace la variable par h lambda et la constante par constante fois identité, donc je peux dire que p de h lambda, c'est égal à h lambda moins lambda identité. Et ça, c'est l'endomorphisme nul. Justement parce que h lambda est égal à lambda identité. Et voilà, ce résultat est en relation avec le théorème de Cayley-Hamilton qu'on va démontrer plus tard. Et c'est quoi le lien? Il vous dit que si U est diagonalisable, alors il y a ce polynôme-là qui divise le polynôme caractéristique et qui est annulateur. Et donc en particulier, le polynôme caractéristique lui-même est annulateur de l'endomorphisme. Dans le cas général, ce polynôme-là n'est pas toujours annulateur. Parce que voilà, l'endomorphisme peut ne pas être diagonalisable. Mais le polynôme caractéristique est toujours annulateur. Donc on peut dire ici, on a démontré un cas particulier de Cayley-Hamilton, le cas où l'endomorphisme est diagonalisable. Mais on verra une preuve générale plus tard, qui marche pour tous les endomorphismes en dimension finie. Un dernier exemple, c'est un exemple où les conditions ne sont pas satisfaites. Si je prends par exemple une matrice A de la forme 1 juste au-dessus de la diagonale et 0 partout ailleurs.
Cette matrice n'est pas diagonalisable. Pourquoi? D'abord, tout ce qui marche pour les endomorphismes marche pour les matrices. Donc je peux réénoncer le même théorème pour les matrices, et je peux énoncer aussi ce même exemple pour les endomorphismes. Donc en l'occurrence, l'endomorphisme qui envoie E1 à 0, E2 à E1 et E3 à E2 n'est pas diagonalisable. C'est quoi la raison? Cette matrice est telle que le polynôme caractéristique de cette matrice, c'est moins x au cube. Donc 0 est la seule valeur propre, le spectre est réduit à un singleton, et qui a clairement SND. Mais si la matrice était diagonalisable, il faut que si je prends les racines à l'ordre 1, ça soit un polynôme annulateur. Donc si je prends ici les racines à l'ordre 1, c'est quoi? Je n'ai qu'une racine. Donc je dois prendre simplement le facteur x au signe près. Et donc le polynôme x doit être annulateur, c'est-à-dire P de A égale la matrice nulle ou P égale à x. Donc A doit être égal à 0. Ce qui est clairement pas le cas. La matrice n'est pas diagonalisable. C'est un résultat général. Si vous avez un endomorphisme ou une matrice nilpotente, c'est-à-dire élevée à une certaine puissance, ça donne 0. La matrice nulle. Et si cette matrice est non nulle, alors elle n'est pas diagonalisable. Pour la même raison. Si a à la puissance n égale 0, donc le polynôme caractéristique doit être de la forme plus ou moins x à la puissance certain p, et si elle est diagonalisable, alors le polynôme x doit être annulateur. Et si x est annulateur, c'est que a égale 0. Et donc si vous savez qu'en même temps a à la puissance n égale 0, mais a n'est pas nul, vous déduisez que cette implication-là ne peut pas être vraie. C'est-à-dire, la matrice ne peut pas être diagonalisable. Merci de votre attention, aimez et partagez si vous trouvez que ça peut intéresser quelqu'un. Inscrivez-vous à la chaîne parce qu'il y a souvent des vidéos qui sortent et qui peuvent vous intéresser. À bientôt.